Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver pour la rétrospective de cette semaine. Au sommaire, les travaux de la construction de la centrale photovoltaïque de Sokodé seront lancés très bientôt. Un nouvel accord vient d'être conclu en présence du chef de l'État à Dubaï. Le pays veut faire une place belle aux énergies renouvelables. La lutte contre l'avancée de la mer s'intensifie au Togo. Le projet Waka Resip vient en appui aux efforts du gouvernement en la matière. Le projet vise à protéger les côtes togolaises contre l'érosion. Nous irons à la découverte du riz de Kovié. C'est l'un des riz 100% bio made in Togo. Très consommé par la population, son goût et son parfum sont très appréciés par les consommateurs. Découverte en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de cette édition. Le projet de la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Sokodé se précise. Les travaux seront lancés très bientôt. Une nouvelle étape a été franchie à Dubaï en marge des négociations de la COP 28. Un nouvel accord avait été conclu en présence du chef de l'État, Faure Eswazimina Gnazingbe. Suivant. Le Togo s'est lancé ces dernières années dans une politique de promotion des énergies renouvelables. Cela se traduit par la construction des centrales solaires dans les régions du pays. Après la construction notamment de la centrale photovoltaïque de Blita, qui est d'ailleurs la plus grande de la sous-région ouest africaine, l'initiative présidentielle CISO d'électrification rurale à partir du kit solaire individuel et les projets d'installation des mini-centrales solaires dans les régions économiques du pays, c'est le tour de la région centrale. Le projet gouvernemental de construction d'une centrale photovoltaïque à Sokodé sera mis en œuvre par le groupe français Meridiam. La société a signé le 4 décembre dernier à Dubaï avec la République du Togo et l'EDF une convention de concession d'une durée de 25 ans pour la conception, la construction, le financement et l'exploitation de la centrale. Cette entreprise française qui développe et exploite déjà plus de 500 MW des projets solaires, hydrauliques, éoliens, biomasse et géothermiques en Afrique va ainsi mettre en route ce projet de l'exécutif togolais qui permettra d'alimenter en énergie propre et renouvelable plus de 700 000 personnes de Sokodé et des villes rurales environnantes grâce à une puissance de 64 MW crête. Selon un communiqué de Meridiam, les travaux de construction de cette centrale vont démarrer mi-2024 et vont créer plus de 200 emplois locaux. La construction de l'infrastructure, précisément à Salim des préfectures de Tchaoudjo à Sokodé, permettra au gouvernement de poursuivre sa stratégie de diversification et l'augmentation de la production d'énergie dans le pays. La future centrale va s'ajouter à celle de Blita qui va connaître une extension de 50 MW crête à 100 MW crête. D'autres initiatives sont en cours de réalisation, notamment la construction d'une centrale solaire de 50 MW raccordée au réseau public, d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW à Dapanho et des centrales solaires photovoltaïques à Kara. Le Togo mène une lutte sans merci contre l'avancée de la mer. Le pays bénéficie depuis quelques années du projet Waka Resip. Le projet devra permettre au pays de mieux protéger les côtes togolaises contre l'érosion. Les détails avec Alexandra Adekambi. Le gouvernement togolais a approuvé le projet Waka Resip, une initiative sous-régionale financée par la Banque mondiale et le Fonds d'environnement mondial pour sauver ses côtes des inondations. Ce projet, pour être efficace, doit prendre en compte des solutions dures, mais aussi celles qui sont souples et qui présentent des avantages écologiques et économiques. Ces solutions sont pour la plupart coûteuses, complexes à réaliser, mais très efficaces pour endiguer le mal sur une longue période. Les brises-lames sont des dispositifs orientés de manière parallèle aux traits de côte en vue de centrer l'énergie de la houle et de diminuer l'agitation du plan d'eau à la côte. Les brises-lames, d'après leur conception, réduisent la hauteur et la force des vagues en déviant une partie de l'énergie. Actuellement,
Les brise-lames sont à leur troisième génération de fabrication et offrent à 100% une résistance aux vagues. En adoptant les brise-lames, le Togo anticipe sur les intempéries qui importent leur degré de menace. S'inspirer du projet MOSE est l'une des solutions dures qui pourrait aussi véritablement résoudre le problème de manière définitive. Le projet MOSE est un système de défense formé de 3 rangées de parois mobiles escamotables qui ont pour but d'isoler la lagune de Venise des eaux de la mer Adriatique pendant les phénomènes de haute marée. Le système étant semi-automatique, les parois mobiles se soulèvent en moins de 30 minutes pour stopper les eaux de mer d'envahir la ville. Et en cas de basse marée, ces parois s'abaissent permettant à nouveau à la lagune et à la mer de communiquer. Les enrochements et les épis ne sont pas considérés comme des solutions, mais les observations sur le terrain ont permis de les valoriser en tant que ralentisseurs de l'érosion et des transits des sédiments. En mai 2023, les travaux de protection de la bande côtière à Niho-Agbodrafo avaient été achevés. Ce programme de défense contre les érosions côtières est composé de 14 épis et d'un brise-lame et de l'érection d'une digue de sable. Les travaux de reboisement et la restauration des mangroves, entrepris dans la région des lacs par des organisations de la société civile, se doivent d'être poursuivis et encouragés. Ces types d'actions permettent de lutter contre les érosions côtières et de préserver l'écosystème environnemental. Les mangroves sont capables de stocker à elles seules le dioxyde de carbone 8 fois plus que les forêts classiques. Elles enrichissent la faune aquatique et servent de plateforme de reproduction et d'hébergement pour de nombreux oiseaux et rongeurs. Le suivi du projet est important car il permettra de faire une évaluation des infrastructures et de prévenir d'éventuelles dégradations. Le plan de pérennisation du projet concerne la gouvernance locale. S'il n'y a pas de directive ni d'initiative locale pour rentabiliser les projets ou au mieux améliorer le quotidien des habitants via le dit projet, ce dernier ne pourra pas faire long feu. La gestion des côtes togolaises est une question prioritaire qui doit intéresser tout le monde, car en sauvant les côtes, la communauté, la culture et l'économie sont également sauvées. La pollution plastique et les déchets peuvent avoir de nombreuses conséquences tant sur l'environnement que sur la santé humaine. Au Togo, malgré la mise en place de plusieurs initiatives, le phénomène persiste. D'autres alternatives sont proposées pour mener la lutte. Alexandra Adekambi. Il est définitivement possible de travailler vers une réduction des déchets au Togo et voici quelques mesures à prendre pour y parvenir. L'organisation des campagnes de sensibilisation pour informer les citoyens sur les enjeux liés aux déchets et l'importance de réduire, réutiliser et recycler. Mettre en place un système de collecte sélective des déchets recyclables tels que le plastique, le verre, le papier et le métal. Encourager la population à trier leurs déchets à la source. Promouvoir le compostage domestique et communautaire pour réduire la quantité de déchets organiques qui finissent dans les décharges. Le compost peut être utilisé comme engrais naturel pour les jardins. Encourager les entreprises à utiliser les emballages durables et réutilisables. Sensibiliser les consommateurs à choisir des produits avec moins d'emballage plastique. Intégrer l'éducation à la gestion des déchets dans les programmes scolaires pour sensibiliser les enfants à l'importance de préserver l'environnement. Investir dans les infrastructures et traitements des déchets tels que les centres de recyclage et des installations de compostage. Collaborer avec des organisations locales, des ONG et d'autres acteurs pour mettre en œuvre des projets de réduction des déchets et pour partager les meilleures pratiques. Pour finir, mettre en place des réglementations et des politiques pour encourager la réduction des déchets, notamment des mesures de taxation sur les produits à usage unique. Parlons de ce riz local 100% made in Togo. Il s'agit du riz de Corvier cultivé dans la commune de Zio 2. Il est connu pour sa particularité et ses vertus nutritionnelles. Son goût et son parfum sont très appréciés par les consommateurs. Alexandra Adekambi nous amène à la découverte de ce riz.
Nous sommes dans la commune Zio 2 et c'est dans cette localité que le riz local communément appelé Koviemolu est cultivé. Il a plusieurs variétés et sa semence nécessite des techniques. Le riz de Kovie nécessite beaucoup de travail. Il est cultivé en 2 temps. D'abord, on laboure la terre et après, c'est la pépinière. Deuxième étape, 2 semaines après, on fait un deuxième labour et on ajoute un peu d'engrais pour fortifier le sol et c'est parti. Chaque année, on met un engrais. Après la récolte, il faut enlever les résidus pour avoir le produit final. Nous avons des machines, mais on préfère notre méthode archaïque et c'est plus rapide et on est habitué. Le riz de Kovie a plusieurs variétés. Nous avons le 841 appelé Abitor et le 1000 appelé Chapeau, mais tous sont meilleurs et il n'y a pas trop de différence. Envoûtant par son parfum, la population l'apprécie. Son goût particulier et sa texture après cuisson fait de lui le meilleur auprès de ses consommateurs. J'aime le riz de Kovie à cause de son parfum. En plus, il est très collant et tu as l'impression de manger la pâte. Les autres riz ne sont pas comme lui. Il est particulier. Je suis togolais résident à Accra, mais j'adore ce riz, le pourquoi je me déplace tout le temps pour m'en procurer. C'est un riz local et quand je prépare ça au Ghana, ils apprécient. Après l'église, Madame Adjo a opté pour la cuisson du riz de Kovie pour elle et sa famille. Pour Madame Adjo, prendre soin de sa famille et lui permettre une alimentation saine l'oblige à faire le bon choix. Ma famille et moi préférions le riz de Kovie car c'est bon et c'est cultivé chez nous. Pour le préparer, il suffit de mettre un peu d'eau, du sel et pour faire ressortir son parfum, on ajoute un peu d'huile et de l'oignon. La consommation du riz en général offre plusieurs vitamines à la santé humaine. Le riz local a sa particularité et d'autres nutriments qui sont favorables à l'organisme. Nous devons d'abord noter que ce céréale que nous appelons le riz est le plus consommé aujourd'hui au monde, dirais-je, après même le maïs. Donc le riz contient beaucoup de nutriments et les nutriments que le riz contient, nous notons des oligo-éléments, nous notons des vitamines, nous notons des protéines, des glucides. Alors lorsque nous parlerons d'oligo-éléments, le riz est aujourd'hui, je dirais, une source de beaucoup d'oligo-éléments. Notamment dans le riz, nous pouvons trouver du zinc. Ce zinc même qui est un oligo-élément qui initie la synthèse des enzymes, que ce soit aux côtés de la vision, le zinc intervient, aux côtés du fonctionnement sexuel, le zinc intervient et beaucoup d'autres lieux. Nous pourrons aussi voir dans le riz le fer qui intervient dans la synthèse des hémoglobines. Nous avons dans le riz le phosphore qui est le deuxième oligo-élément le plus abondant dans l'organisme après le calcium et qui intervient dans la formation des os. Et si je vais même parler, je laisse le magnésium, le manganèse qu'on peut voir dans le riz, je parlerai aussi de vitamines, principalement la vitamine B. On peut voir la vitamine B1, la vitamine B3, B5 et B6 qui interviennent dans la croissance et sont présents dans le riz. Et nous avons beaucoup de matières antioxydants qui inhibent les cellules cancéreuses qu'on peut voir dans le riz. Nous produisons du riz au Togo. Nous notons d'abord qu'il y a plusieurs riz qui sont produits au Togo. Il y a le riz de Kovie, le riz de Dapan, le riz d'Anié, le riz de Péléakata. Donc, il y a plusieurs riz, mais le riz de Kovie aujourd'hui sur le marché togolais a une grande notoriété. Déjà, le littoral, le territoire est un territoire propice pour la culture du riz. Et je peux aussi noter au niveau du riz de Kovie que la chaîne de production est gérée, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la mise sur le marché. Tout cela est géré par des gens qui sont du pays, des gens qui sont autochtones et cela rassure la qualité. Le riz là, a une concentration d'éléments nutritifs. Lorsque vous le préparez, mais que le parfum est gardé, cela montre déjà qu'il y a une concentration d'éléments nutritifs.
Maintenant, ce qui est encore mieux, c'est qu'après même la production, les agriculteurs prennent le temps de faire quoi? D'étuver le riz. Étuver les riz maintenant va consister à faire quoi? À aider les éléments nutritifs à aller plus se concentrer à l'intérieur du riz. Ce qui fait que même après la cuisson, les éléments nutritifs sont toujours là. Au contraire de la plupart des riz, tout ce que je venais de citer peuvent être perdus après la cuisson. Mais le riz de Corvier est constant. Ce qui fait qu'après la cuisson, nous avons toujours les éléments nutritifs qui sont présents. Ce riz aussi, c'est un riz qui est bien collant. Et lorsque c'est bien collant, nous savons que le riz peut se préparer de différentes façons. Il y a différents plats de riz. Et lorsque c'est bien collant, ça répond à tous ces plats-là. Donc, ce que je vais dire en conclusion est que le riz de Corvier doit être un riz qui doit être mis devant, plus conseillé, de par sa constante, le fait de garder plus les éléments nutritifs même après la cuisson. Outre sa particularité, la culture du riz de Corvier dégrade moins l'environnement, surtout s'il est cultivé de manière bio. Étant un produit local, sa promotion cadre avec la feuille de route du gouvernement, promouvoir le consommer local. Tous devraient y adhérer pour ensemble sauver notre vie et notre environnement. Le Niger prévoit l'exploitation de son pétrole à travers le Bénin. Le 1er novembre dernier, le champ pétrolier nigérien d'Agadem, reliant le port de Cotonou, a été officiellement lancé. L'objectif du pays est de transformer sur place le produit brut qu'il produit. Reportage. Malgré les tensions entre le Bénin et son voisin le Niger, depuis que le président Mohamed Bazoum a été renversé du pouvoir, les deux États veulent maintenir les relations commerciales et continuer à collaborer sur des projets indispensables. C'est le cas du projet Pipeline Niger-Bénin qui a été concrétisé grâce à l'appui de la Chine. L'objectif du Niger à court terme est de transformer sur place le pétrole brut produit. Ce projet de pipeline qui lie le Niger au Bénin est l'un des projets phares de Niamey. Il a débuté il y a plusieurs années de cela. Pour cela, la junte nigérienne entend mettre en place un système local de raffinage du pétrole brut afin que les populations locales puissent profiter pleinement des fruits de l'or noir. Notre volonté n'est pas de commercialiser du pétrole brut, nous voulons aller vers une raffinerie qui traitera le brut nigérien sur le sol nigérien, a affirmé le général Tiani. Les autorités du Niger et du Bénin ont tout intérêt à collaborer ensemble pour concrétiser les projets destinés à renflouer les caisses. Les deux pays frères ont su faire la part des choses en décidant d'aller au bout du projet Pipeline. Le champ pétrolifère nigérien d'Agadem reliant le port de Cotonou a été officiellement lancé en novembre dernier. Pour la bonne exécution de ce projet, Niamey a pu compter sur le soutien de l'entreprise chinoise PetroChina. D'après le président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, tout est prêt pour le début de la phase de commercialisation. D'ici à 2027, tous les êtres humains devront avoir accès aux informations météorologiques. L'Angola s'aligne sur cette ligne directrice de l'ONU. Le pays s'est lancé dans la modernisation du système météorologique et géophysique en vue de mieux s'adapter aux catastrophes naturelles. Irène Papadien. L'Angola veut moderniser ses systèmes météorologiques et géophysiques pour apporter des réponses rapides aux populations touchées par les catastrophes naturelles constantes. Dans cette perspective, les services de l'Institut national pour la météorologie et la géophysique, INAMET, seront désormais combinés à travers des innovations technologiques. Il est ainsi prévu l'installation de 83 stations, notamment aéronautiques, météorologiques et sismiques. Selon l'environnementaliste Kosivi Adessou, l'utilisation de la technologie avancée a l'intérêt de l'expression des dirigeants à la sécurité des populations, surtout locales. Elle permet de prévenir d'éventuels aléas, qu'ils soient systémiques ou naturels. Entre 2019 et 2022, partant d'un budget de 60 000 €, l'Angola a injecté des fonds dans le financement des projets de modernisation dénommés PMI avec le soutien de son ministère de tutelle.
Il vise à améliorer significativement les capacités de prévention et de service de INAMIT, à soutenir l'industrie pétrolière, l'agriculture et l'aviation, tout en améliorant la surveillance du climat pour une meilleure adaptation aux effets du changement climatique. Le pays devient ainsi le point focal de la communauté de développement de l'Afrique australe pour la collecte et la diffusion de l'information, disposant à travers l'Organisation météorologique mondiale du serveur qui surveille et traite les données sur les conditions météorologiques extrêmes pour l'Afrique. L'Italie veut accélérer sa transition énergétique. Le pays a prévu un investissement de 27,4 milliards d'euros à l'horizon 2030. L'Italie entend à travers cet investissement contribuer significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vivas Aman. L'Italie veut accélérer sur la transition énergétique. Dans cette optique, le gouvernement italien a adopté il y a quelques jours un décret visant à stimuler les énergies renouvelables, à améliorer la sécurité énergétique du pays et à soutenir les entreprises à forte intensité énergétique. Ces investissements, notamment dans l'éolien, vont accélérer le développement des énergies renouvelables pour servir les objectifs de 2030. Le ministre italien de la transition écologique Gilberto Pichetto déclare vouloir libérer un grand potentiel de l'Italie pour en faire une référence en matière d'énergie renouvelable. Ces mesures incluent la réduction des formalités administratives pour les projets d'énergie verte et l'affectation des zones appartenant à l'État à la production des parcs éoliens. Cette décision est intervenue quelques jours seulement avant la COP28 des Nations Unies à Dubaï, dont les objectifs portent sur le maintien du réchauffement climatique à une moyenne de 1,5 degrés Celsius au-dessus des températures pré-industrielles, sur la baisse de 43% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 2019. En matière d'éolien offshore, les zones maritimes appartenant à l'État dans 2 ports du sud de l'Italie seraient sélectionnés pour la production, l'assemblage et le lancement des plateformes flottantes, précise le ministère italien de la transition écologique. Aussitôt les portes de la COP28 fermées à Dubaï, la 29e édition du sommet de l'ONU sur le climat se profile à l'horizon. L'Azerbaïdjan sera le potentiel organisateur. La rencontre se tiendra en 2024 selon les informations. Le point avec Vivas Amana. L'Azerbaïdjan serait, d'après certains accords, le potentiel organisateur de la prochaine conférence des parties sur le climat COP29 en 2024. Le ministre azerbaïdjanais de l'écologie Mokhtar Babayev, lors d'un discours à la COP28 à Dubaï aux Émirats arabes unis, a déclaré être heureux d'annoncer qu'il existe un consensus général autour de la candidature de son pays à l'accueil de la COP29. Il poursuit en témoignant sa reconnaissance du soutien de tous les pays, en particulier ceux du groupe de l'Europe de l'Est et du pays hôte de l'actuelle COP que sont les Émirats arabes unis. Il s'engage à travailler de manière inclusive et collaborative avec tout le monde afin que la COP29 soit un succès. L'émissaire russe sur le climat Ruslan Edelguiriev a salué le compromis dans le groupe Est européen à l'égard de la COP29 qui a abouti à la désignation de l'Azerbaïdjan. Bloquée depuis des mois, la désignation du groupe devant présider la COP29 était en voie de résolution depuis l'annonce jeudi dernier du soutien de l'Arménie à la candidature de l'Azerbaïdjan. Cette annonce représente une victoire pour ce pays du Caucase situé en Europe de l'Est. Notons que les COP sur le climat sont organisées chaque année dans un bloc de pays différents. Pour cette année, l'Asie a désigné les Émirats arabes unis et l'année prochaine sera le tour de l'Europe de l'Est. L'Azerbaïdjan a développé à partir des années 1990 de gros gisements pétroliers et gaziers en mer Caspienne. Aujourd'hui, le gaz est devenu plus important que le pétrole pour l'Azerbaïdjan qui est membre de l'OPEP+, et dont les ressources sont principalement exportées vers l'Europe. Le pays reste aujourd'hui très dépendant des hydrocarbures qui représentent un peu plus de 50% des recettes budgétaires et un peu plus de 90% de ses recettes d'exportation. Sa désignation ferait la deuxième grande messe de suite présidée par un pays fortement dépendant des hydrocarbures. La désignation de l'Azerbaïdjan doit encore être ratifiée par l'ensemble des pays à la COP28 qui se termine ce mardi. Selon un rapport de la FAO publié vendredi dernier, l'élevage serait responsable de 12% des émissions de gaz à effet de serre causées par les humains. Il jouerait un rôle important dans le changement climatique. L'agence prévient que si rien n'est fait, l'impact de l'élevage sur le climat s'aggravera. Reportage.
Alors que les grands de ce monde discutent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO souligne l'impact de l'élevage sur le climat. D'après l'agence de l'ONU, l'élevage serait responsable de 12% des émissions humaines de gaz à effet de serre. Pour en arriver à ce chiffre, la FAO a pris une année de référence, l'année 2015. Elle a ensuite remonté toute la chaîne de l'élevage en partant de la production des engrais nécessaires à l'alimentation des animaux jusqu'au transport de la viande, du lait ou des œufs que l'on achète dans les magasins. Et on arrive à ce chiffre de 12%. C'est donc le poids de l'élevage sur l'ensemble des émissions humaines de gaz à effet de serre. Dans le détail, les bovins représentent la principale source d'émissions, moins 60%. Suivent ensuite les porcs, moins 14%, et dans une moindre mesure, les poulets, moins 9%, les buffles, moins 8%, les moutons et les chèvres, 7%. Pour ce qui est des denrées produites par l'élevage, la viande est la principale source d'émissions, beaucoup plus par exemple que le lait, moins 30%, ou que les œufs, moins 3%. La FAO prévient que si rien n'est fait, l'impact de l'élevage sur le climat va encore s'aggraver. C'est pourquoi l'organisation propose des solutions. La première piste est de réduire la consommation de viande dans les pays riches. Pour répondre à cet appétit, tout en évitant d'augmenter le nombre de bêtes et donc les gaz à effet de serre, plusieurs recommandations sont avancées. La plus efficace selon la FAO est d'augmenter la productivité sur l'ensemble de la chaîne en utilisant par exemple diverses techniques pour gonfler le volume de lait produit par vache. Viennent ensuite l'évolution de l'alimentation des animaux pour l'amélioration de leur santé qui permet non seulement d'augmenter leur productivité mais aussi de réduire le taux de mortalité. Toutefois, dans les pays à revenus moyens, la baisse des émissions liées à la viande serait en grande partie contrebalancée par l'augmentation des émissions liées aux fruits, légumes et fruits à coque poussant en partie en serre. Et dans les pays aux revenus faibles, il est souvent recommandé d'augmenter sa consommation de protéines aussi bien végétales qu'animales. Et pour finir, les montagnes couvrent 27% de la surface terrestre. Elles fournissent de l'eau douce à environ la moitié de l'humanité. Pourtant, les montagnes souffrent des impacts du changement climatique et du développement non durable, ce qui augmente les risques pour les populations comme pour la planète. Les images. Des joyaux naturels, les montagnes constituent l'habitat de 15% de la population mondiale et hébergent environ la moitié des foyers de biodiversité du monde. Elles fournissent l'eau douce nécessaire à la vie. De la régulation climatique au service d'approvisionnement en eau, en passant par l'entretien de la conservation des sols, les montagnes sont essentielles à nos vies et à nos moyens de subsistance quotidienne de la moitié de l'humanité, contribuant à soutenir l'agriculture et à fournir de l'énergie propre et des médicaments et accueille 25 des 34 points chauds de la biodiversité mondiale. Malheureusement, les montagnes sont menacées par les changements climatiques, la surexploitation et la contamination, augmentant ainsi les menaces qui pèsent sur les populations et la planète. Alors que le climat mondial continue de se réchauffer, la fonte des glaciers de montagne affecte l'approvisionnement en eau douce en aval et les habitants des montagnes, qui sont parmi les plus pauvres du monde, doivent lutter plus pour survivre. Le récent accord sur la biodiversité de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité de 2022, qui s'engage à protéger 30% des terres, des océans, des zones côtières et des eaux intérieures de la planète d'ici 2030, donne un élan pour raviver et protéger les paysages de montagne. L'Assemblée générale des Nations unies a récemment proclamé dans sa résolution triennale sur le développement durable des montagnes 5 ans d'action pour le développement des régions de montagne. Les objectifs de l'initiative consistent à attirer des aides et des investissements pour les montagnes, développer des économies et des technologies vertes, créer des mécanismes pour renforcer la coopération entre les pays montagneux et développer la science et l'éducation dans le domaine du développement durable des montagnes.
Pour rappel, le 11 décembre est marqué chaque année la Journée internationale de la montagne. Restaurer les écosystèmes de montagne est le thème élu cette année. Une occasion de sensibiliser à l'importance des écosystèmes de montagne et d'appeler à des solutions fondées sur la nature, des pratiques exemplaires et des investissements visant à renforcer la résilience, réduire la vulnérabilité et accroître la capacité des montagnes à s'adapter aux menaces quotidiennes et aux événements climatiques extrêmes. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci pour votre aimable attention. Au revoir et à la prochaine.